parents de nos étudiants, c'est qu'ils veulent permettre à leurs enfants de pouvoir démarrer leur carrière professionnelle le plus haut possible et surtout plus haut que eux ils ont démarré. Ensuite, par rapport aux éléments contextuels d'aujourd'hui et par rapport à la crise Covid-19, on peut légitimement également se poser la question sur comment va se passer l'entrée sur le marché de l'emploi des futures générations, plus précisément dans un pays comme le nôtre, où déjà on sait qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants sortant de l'université tous les ans qui ne trouvent pas, on peut dire, un emploi décent. Donc, comment la machine économique va se relancer pour discuter pas mal avec des personnes à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis. On peut voir aujourd'hui qu'on a une reprise américaine qui est assez forte, qui est catégorisée comme la plus forte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est appelée aujourd'hui l'American Super Cycle. Et on voit aujourd'hui les effets de cette reprise en Europe, où l'Europe est en train de reprendre et on annonce une rentrée de septembre très très dense, notamment. Donc, quels vont être ces impacts pour nous à Madagascar, où le calendrier du Covid a été vraiment fortement décalé, puisqu'on vient, mis à part le dernier mois, de vivre à peu près 6 mois quasi normalement, à part le fait que les frontières étaient fermées, ce qui est regrettable, et qu'on doit vivre avec un masque sur notre figure dès qu'on est dehors. Ensuite, on peut se poser aussi la question sur la mutation des métiers liée à la crise, liée au télétravail qui s'est fortement développé et liée aussi aux nouvelles technologies. Voilà. Et dernière question, va-t-on, de fait de cette crise, évoluer dans un monde de l'entreprise qui va être plus bienveillant et moins discriminant? Est-ce que ce qu'on a vécu aujourd'hui, les milliers, les centaines de milliers de morts qu'il y a eu sur la planète aujourd'hui, va rendre l'homme avec un grand H plus bienveillant, plus protecteur de son voisin? C'est la question qu'on peut se poser. Et ensuite, permettez-moi de faire un petit focus sur quelques impacts que moi j'ai essayé d'analyser des crises sur les nouveaux entrants sur le marché de l'emploi. Bon, moi personnellement, je vous avoue que je n'ai pas connu beaucoup de crises mondiales. Permettez-moi d'avoir un focus mondial. J'ai par contre vécu la crise financière des subprimes de 2007-2008, où j'étais jeune étudiant en France et j'avais été marqué par cette image des banquiers d'affaires, qu'on peut critiquer d'ailleurs, à Londres, la crise était apparue à Londres, si je me souviens bien, début septembre 2007. Et on voyait ces banquiers qui étaient arrivés 3 jours avant, qui repartaient déjà avec leur carton en disant « ma carrière est déjà terminée » alors qu'elle vient à peine de commencer. Donc ça, c'était un point marquant pour moi. Mais au-delà de ça, en règle générale, la crise peut avoir aussi des points, comment dirais-je, positifs. La première, c'est qu'elle a toujours fait naître, fait valoriser l'entrepreneuriat et en règle générale l'innovation. Et deuxièmement, c'est qu'elle a aussi chez les salariés beaucoup fait développer en règle générale une certaine envie de reconversion professionnelle pour passer, entre guillemets, à autre chose. Voilà par rapport à ce point. Mon dernier point, avant ma conclusion, que j'ai essayé d'appeler les hommes, les femmes et l'entreprise en règle générale. Moi, j'avais envie de dire, dans l'entreprise comme dans la société, et également comme à la maison, ce sont les femmes avec les hommes et non les femmes contre les hommes. Pour moi, c'est un point qui est vraiment central parce qu'on est dans un monde où on essaie de tout opposer systématiquement
Et je pense que ce n'est pas du tout le bon sujet de vouloir opposer les hommes avec les femmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut attendre du rôle de l'éducation par rapport à ces espèces d'opposition? Moi, j'ai envie de retenir un point positif sur la nouvelle génération qui tend à faire exploser toutes ces oppositions, à les mettre en dehors de l'entreprise. Et j'étais assez marqué par un reportage, excusez-moi, c'est encore sur le sport, qui est paru et qui a fait beaucoup de bruit en Europe il y a un mois sur Canal+, qui était sur la place de la femme dans le monde du journalisme sportif. Et ça montre que enfin, voilà, cette nouvelle génération voit les choses autrement et que aujourd'hui, autour de ces discriminations, on n'hésite pas à crier haut et fort cette discrimination, et c'est plutôt pour moi une chose positive. Du coup, pour terminer avant la conclusion, je me disais, au final, est-ce que nous ne sommes pas tous en fait le fruit de notre histoire? Et est-ce que du coup, pour construire un monde où l'homme et la femme, entre guillemets, vivent, cohabitent et grandissent conjointement, il faut qu'on puisse avoir aussi des spectres de référence, et que nous sommes également, au final, la moyenne des personnes que nous fréquentons. Donc, il faut accompagner le changement, faire bouger les choses ensemble dans cette dynamique-là. Voilà, pour conclure, bon, rapidement par rapport à l'ESM, vous l'avez compris, nous, on est au service de l'entreprise avec un grand E. Notre objectif, c'est de former des managers et des décideurs qui matchent aux besoins de l'entreprise de demain, sachant que demain, on ne sait pas comment on va être demain, et de former des professionnels ouverts sur le monde et ayant vécu ce que nous, on appelle le bain culturel. Et du coup, pour s'adapter à un monde humaniste, mais non utopiste, avec peu ou plus d'inégalités, il faut bannir toute forme de discrimination et, j'ai envie de dire, même la discrimination positive, qui a parfois également tendance à émerger, mais il ne faut pas oublier que la discrimination positive est aussi une discrimination. Voilà. Et enfin, que le pluralisme, la diversité, représente pour moi un socle de confiance dans une entreprise, et que dans n'importe quelle entreprise, on ne peut pas recruter toujours les mêmes profils, sortant des mêmes écoles, ayant grandi dans les mêmes quartiers. Voilà, et qu'il faut, dans les entreprises de notre pays, pour que ces entreprises puissent être performantes, le reflet de notre société, de notre démographie. Donc voilà, le message que je voulais passer humblement. Et voilà, je suis ouvert aux questions si jamais il y en a. Ok, merci Jonathan pour cette présentation très intéressante. Alors, pour l'instant, on n'a pas de réaction pour le moment dans le live Facebook. Par contre, moi, j'aurais peut-être quelques réactions par rapport à ce partage que tu viens de nous faire sur l'école, l'ESCM Business School. Donc, je dirais en fait que les défis qui sont liés au capital humain sont aujourd'hui marqués, effectivement, donc par cette tendance à la discrimination, mais quelque part aussi peut-être par une croissance rapide de la population malgache, une population qui est relativement jeune, puisque la moitié a moins de 18 ans. Tu as mentionné tout à l'heure la moyenne d'âge au sein de l'ESCM Business School. Et c'est une population qui reste pour la majorité rurale. Donc, moi, j'étais agréablement surprise lorsque tu m'as dit que 40% des étudiants de l'ESCM viennent quand même des 15 régions de Madagascar, dont Tala, Sambave, Majunga, Tuléa, ce qui est extrêmement encourageant, puisque cette population qui est en majorité rurale aujourd'hui est quand même 65% des 25 millions d'habitants, c'est énorme. Donc, avec un taux de croissance démographique qui se situe environ à 1,8%,
ça renvoie en fait à un taux d'urbanisation accéléré, d'où cette concentration du système éducatif sur les hautes terres. Donc, l'éducation aujourd'hui, elle connaît une parité au niveau, on parle d'un constat, hein, au niveau du cycle primaire, c'est-à-dire que les deux sexes sont représentés de manière équitable, hein, mais on s'est aperçu aussi qu'à cause de différents paramètres, tels que l'accès à un niveau d'instruction supérieur, est limité par des facteurs économiques. Donc, si l'éducation aujourd'hui, elle est gratuite au niveau des écoles publiques, le niveau reste discutable. Donc, les Malgaches font face généralement à des problèmes récurrents, hein, comme les grèves répétitives, par exemple, des enseignants, le calendrier scolaire qui n'est pas pérenne et qui est soumis à des changements aussi durant l'année scolaire. Et depuis le début de la crise sanitaire, cette situation n'a fait qu'être exacerbée. Et heureusement, donc, il y a quand même des instituts supérieurs comme le SM aujourd'hui apportent quand même une réponse justement par rapport à un niveau d'excellence au niveau donc, du système éducatif, mais aussi des opportunités de s'ouvrir sur l'international à travers donc, le programme Bachelor, mais aussi le programme du MBA. Alors, j'ai quelques petites questions pour faire un petit peu le lien donc, par rapport à ce constat global partagé pour le pays. Mais donc, comment est-ce que, Jonathan, donc tu perçois ces disparités de genre au niveau supérieur dans les études, hein, partant de l'expérience au niveau de l'ESCM, et en termes de taux de réussite, particulièrement sur le cursus du MBA? Comment est-ce que se positionnent les femmes par rapport aux hommes? Quel est le taux de réussite aujourd'hui? Bon, alors déjà, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, pour le premier programme qui est le programme Prépa Business School, le bachelor, nous n'appliquons aucune discrimination à l'entrée de nos étudiants. Donc, ils peuvent venir du système malgache comme du système français, AEFE, présent à Madagascar, et sur ces deux systèmes, de tous les bacs. Voilà. Donc, en fait, on récupère à l'entrée de la première année des étudiants qui ont un niveau très hétérogène. Euh, voilà. Et l'objectif, c'est qu'en 2 ans, notre mission, c'est de les ramener à un niveau, comment dirais-je, quasiment, enfin, de ramener de l'homogénéité dans dans ce, dans ce groupe, dans le groupe qu'on va constituer. Donc voilà, après, l'étudiant malgache, moi je me réfère également sur le départ en 3e année et sur l'arrivée en France. L'étudiant malgache, c'est un étudiant, comment dirais-je, très travailleur, très sérieux. Et donc pour moi, qui a tous les atouts pour réussir dans l'enseignement supérieur et pour ensuite être des ambassadeurs de notre pays à l'étranger ou de revenir à Madagascar. Pour ce qui est du programme 4e année, les chiffres sur le programme 4e année sont encore plus importants que ceux que j'ai énoncés dans ma présentation, puisqu'on a 70% aujourd'hui de population femmes. Voilà. Avec là un vrai coup de booster cherché pour la carrière, puisqu'on est sur un départ sur 10 mois en France, en 5e année. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Alexandra. Oui, oui, oui. Bah, écoute, très, très bien. Merci pour ces précisions, Jonathan. Alors, il y a une réaction dans le chat box de Yanj Rakutunjain qui nous partage son point de vue. Donc, je vais le reprendre ici pour tout le monde. Nous avons une culture fortement paternaliste encore, et cela se ressent dans le domaine professionnel, où si une femme doit et peut prétendre à des postes de responsabilité plus élevés, le cercle familial demeure pour la plupart réticent, avec le premier argument étant le devoir de la femme à son foyer. Le combat est toujours d'actualité, malheureusement. Voilà, c'est une réaction de Yanj, merci. Donc, je te laisse réagir, Jonathan. Merci. Bon après, enfin, le pluralisme, c'est aussi accepter des avis, comment dirais-je, qui ne,
qui peuvent être différents des nôtres. Hein, donc, il y a pas, enfin, moi, j'ai pas de souci par rapport à l'avis qu'elle a donné. Moi, je pense en tout cas, alors qu'aujourd'hui, bon, déjà, c'est acté, je pense, dans les entreprises, on voit de plus en plus de femmes. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la, la symbiose sur la grille de rémunération entre l'homme et la femme dans une entreprise sur un même poste. Et c'est l'accès aux plus hautes responsabilités dans une entreprise. Voilà, pour moi, je pense que s'il doit y avoir des combats, pour moi, ce sont ces combats-là qui doivent être menés et qui sont, voilà, mais après, ça dépend aussi entre guillemets, du management de chaque entreprise. Hein. Enfin, moi, je ne peux pas trop parler pour les autres, mais moi, pour moi, par exemple, si vous voulez, dans mes deux entreprises, j'ai 70% de femmes avec une moyenne d'âge de 28 ans. Donc, j'ai aucun problème avec le fait de recruter des femmes et j'ai aucun problème avec le fait de recruter des gens qui sont jeunes et de leur donner des responsabilités. Voilà, donc, enfin, ça dépend vraiment, mais je pense qu'effectivement, marteler les discours, continuer à insister, bah, ça va aller aussi dans le fait d'accompagner les mutations, enfin, déjà du rôle de la femme dans l'entreprise et pour faire, encore une fois, que c'est pas la femme contre l'homme, c'est la femme avec l'homme et on a besoin dans les entreprises de femmes, on a besoin de femmes qui ont des responsabilités et qui font avancer les entreprises. Oui, tout à fait. Merci, Jonathan, pour ces partages. Alors, on n'a pas d'autres réactions pour le moment. Et puis, sinon, bah, je propose qu'on passe à notre prochain intervenant. Merci beaucoup, hein, Jonathan. Donc, notre prochain intervenant est Monsieur Toavna Raphaël Ramanantsoa. Je vais céder la parole à Dean. Oui, merci Alex. Notre deuxième intervenant, c'est Toavna Raphaël Ramanantsoa. Âgé de 37 ans, marié et père de 2 enfants, Toavna Raphaël Ramanantsoa a la tête bien sur ses épaules. C'est en 2002 que Toavna décroche son bac. Sortant de l'INSCAE, il poursuit ses études à l'Université du Québec, Trois-Rivières, au Canada, pour son MBA en concentration gestion de projet. Dès son plus jeune âge, c'est en 1997 qu'il décroche le premier prix Fanny Lumiapite, un concours organisé par l'ancien président Didier Ratsiraka pour les jeunes Malagasy. Fortement attaché à sa famille et à son pays, rien ne semble le troubler pour avancer dans la vie. Toavna vient d'une famille bien connue dans la haute sphère de la société malagasy. Son grand-père, Raphaël Ramanantsoa, était un administrateur civil et ancien secrétaire du gouvernement à l'époque du président Philbert Tsiranan. Son père, Benjamin Ramanantsoa Marcel, quant à lui, est un éminent professeur d'histoire, docteur en histoire contemporaine, mais aussi maître de conférences à l'Université Madagascar-France, ancien député, président du conseil provincial d'Antananarivo et ministre. Deux figures familiales donc qui lui ont inculqué ses valeurs de venir en aide aux plus vulnérables, tradition qu'il souhaite dorénavant perpétuer en ayant pris la tête de l'ONG Toavna. Banquier à temps plein, il est le président du conseil d'administration et fondateur de l'ONG Toavna. Le thème abordé par Toavna pour ce soir, c'est la justice sociale. À toi donc la parole, Toavna. Merci beaucoup, Dina. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Le micro. D'accord. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier donc Alexandra et son équipe donc au sein de Jade Consulting pour l'invitation de ce soir sur ma participation donc à ce webinaire concernant donc un sujet, je dirais, très, très sensible, surtout dans notre pays
à Madagascar. Donc, l'ONG Soit-toi donc, est une organisation récente, donc, créée en 2019, par des bandes de copains, voilà, comme on a tendance à le dire. Comme credo, nous nous sommes basés donc, sur deux phrases en malgache et en français. Donc, As nascriba mamarta vaokas firenena, et en français, valeurs et éthique du pays et de ses habitants. Concernant la justice sociale, donc, c'est un sujet qui est très vaste, effectivement. Par contre, ce que je vais vous présenter, ou ce que je vais vous exposer suite, concerne donc la justice sociale liée au genre. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les êtres humains sans discrimination. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement donc, à augmenter les revenus ou à créer des emplois. C'est aussi une question de droit, de dignité, qui est très important pour les Malgaches, et de liberté d'expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que l'autonomie économique, sociale et politique. Alors, pour définir donc cette approche de genre et développement, le genre en malagasy, miralenta, les études de genre fandalina miralenta, l'approche de genre mifumba miralenta sont des notions très sensibles chez nous. Le genre est un concept sociologique désignant les rapports sociaux de sexe et de façon concrète l'analyse des statuts, les rôles sociaux, les relations entre les hommes et les femmes dans une société donnée. La justice sociale est appliquée aux politiques publiques. L'analyse ou perspective de genre a pour objectif de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes en prenant en compte les différences et la hiérarchisation socialement construite qui produisent des inégalités. On parle aussi d'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Quelle est donc la situation à Madagascar dans le contexte contemporain où nous vivons? Par rapport à la question de l'égalité des genres, la société malgache est marquée par deux époques, je dirais, contradictoires. Celle pendant laquelle les femmes étaient respectées du fait qu'elles étaient à la tête de la quasi-totalité des royaumes de Madagascar vers le XVIIe siècle. La prépondérance de la femme était justifiée par la nature même du royaume, dans la mer et le pilier. D'où le terme Firéné, attestant la nature matriarcale de la société à cette époque. Ce système a par la suite changé quand la colonisation est apparue vers la fin du XIXe siècle. Cette période a renforcé la place et la position de l'homme au point où la relation homme-femme revêtait d'un caractère patriarcal qui se reflète notamment à travers l'attribution aux femmes de certaines activités et de certains postes de soins. Alors actuellement, la société malgache reste patriarcale malgré des efforts de promotion des droits des femmes à partir donc du début de ce XXIe siècle. Une question ou une réflexion donc se pose. Moi qui suis républicain sans être adepte de la monarchie, la colonisation a abouti à l'instauration de l'institution républicaine dans le pays. Contradiction, car une république par essence devrait favoriser l'approche genre. Ce qui est dommageable, c'est que c'est le contraire qui se passe actuellement. Mais enfin, il y a une évolution de cette inégalité. Au début de ce XXIe siècle, donc, notamment à partir de l'année 2007,
Madagascar avait connu son plus grand moment de mobilisation de la société civile, plus particulièrement celle menée par la défense des droits des femmes. L'objectif était d'influencer et d'impulser le changement dans ce domaine à l'instar des diverses formations, de renforcement de capacités, des actions et initiatives pour la campagne de parité 50-50 qui visait notamment l'augmentation de la participation des femmes dans les processus de décision, ainsi que leur représentation au niveau des postes électifs et nominatifs. Et bien sûr, il y avait des impacts qui ont été observés par la suite, dont le plus significatif pour moi et pour l'ONG est l'engagement de l'État à favoriser l'égal accès à la participation des deux sexes aux emplois publics et aux fonctions dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Cet engagement est garanti par la Constitution malgache, qui ne prescrit pas toutefois pas encore l'augmentation de la représentation des femmes. Ce qui est important à savoir, excusez-moi, c'est que le quota de 10% de femmes dans le recrutement d'élèves officiers et gendarmes a été admis pour l'armée et la gendarmerie. Ces dispositions ont permis de réaliser des avancées significatives. Toutefois, l'égalité des genres est loin d'être ajoutée en pratique. Nous pouvons donc ainsi observer qu'un écart existe encore entre la réalité et la perception sur l'appréciation de la situation. Le recours aux droits coutumiers dans plusieurs domaines, dont celui de la succession, par exemple, reste toujours une pratique courante. Seuls les enfants mâles héritent avec l'accord tacite des villageois. En cas de décès de l'époux, le fils du foyer hérite des biens et peut déshériter sa mère. Une femme sans enfant n'a donc aucun droit d'héritage en cas de décès du mari. Le mariage forcé est également une pratique coutumière discriminatoire envers les femmes. Le refus d'accepter un mariage par une femme l'expose à des représailles, des choses très, je dirais, très graves pour les Malagasy, un bannissement du caveau familial. Les pratiques culturelles et traditionnelles demeurent donc un obstacle à l'instauration d'une égalité homme-femme à Madagascar et à la mise en œuvre de politiques ou de législation favorables à la prise en compte du genre. La justice sociale liée au genre est une lutte sans interruption vu l'ampleur des résistances multiformes à Madagascar. Par conséquent, et d'ailleurs je terminerai ma présentation là-dessus, certaines pistes d'action peuvent être envisagées et gagnent à être renforcées et complétées par d'autres à travers notamment ce genre de plateforme initiée par l'équipe de Jade Consulting. Ainsi s'achève ma présentation et je suis disposé à répondre à d'éventuelles questions. Merci. Merci à toi, pour cette intervention très intéressante et très instructive en même temps. Nous allons regarder si nous avons des questions déjà sur le chat box. Pas encore de questions, pas encore de réactions. J'aimerais donc reprendre les points cités, évoqués par toi dans son intervention. Effectivement, donc, la place de la femme dans la société malagasy est très étroitement liée à l'histoire du pays. Si dans un premier temps, auparavant, la femme, elle avait sa place, il y a eu les bouleversements à Madagascar qui ont fondamentalement changé cette place de la femme dans la société, d'où la société qui est devenue plus patriarcale. Aujourd'hui, nous constatons des efforts, des engagements de l'État pour renverser la vapeur et rétablir l'équilibre dans la parité. Et toutefois, nous avons encore des
des limites, des obstacles qui ne favorisent pas cette égalité, comme les droits coutumiers qui sont encore très présents et ont beaucoup d'influence à notre époque. Donc, c'est vrai que nous avons encore beaucoup d'actions à mener pour arriver un jour à cette égalité. Voyons si nous avons d'autres questions ou si Alexandra souhaiterait ajouter quelques points sur cette intervention. Oui, merci Dean. Et puis, merci beaucoup, toi, effectivement, pour cette présentation extrêmement enrichissante et instructive. Je suis moi-même encore sous le choc lorsque tu as mentionné tout à l'heure qu'au niveau des droits coutumiers, donc les femmes n'héritent pas en cas de décès et que les mariages forcés persistent. C'est une réalité, effectivement, mais qu'on a tendance à occulter quand on évolue en fait dans un environnement où l'accès à l'éducation nous permet quelque part de connaître un petit peu nos droits et de revendiquer donc des droits quand la situation se présente. Mais tu as raison de le mentionner, c'est-à-dire qu'en milieu rural, c'est une situation malheureusement qui persiste encore aujourd'hui. Alors, je voudrais inviter quand même les autres panélistes à réagir si vous souhaitez réagir par rapport à cette intervention. Sinon, je voudrais orienter juste un petit peu la discussion vers aussi ton cœur de métier, toi, en tant que directeur, Oui. en tant que directeur d'agence bancaire au sein de la BNI. Je pense que bon, tu me rectifieras si besoin par rapport au partage que je vais faire parce que c'est plus toi l'expert. Mais donc, on sait qu'aujourd'hui, la valorisation en fait, de la contribution de l'entrepreneuriat féminin dans le développement du secteur privé, au-delà de tous ces aspects en fait, de disparité par rapport aux problèmes de genre auxquels on fait face encore aujourd'hui, c'est que je pense que valoriser donc l'entrepreneuriat au féminin pourrait aider à mieux encadrer le secteur informel qui gagne de plus en plus de terrain avec la crise sanitaire et justement l'absence de mesures d'accompagnement de la part des institutions. Donc, d'après les dernières statistiques, on fait état de 42% de femmes qui sont détentrices d'actions à Madagascar contre 28% qui sont des top managers quand même à Madagascar, donc qui détiennent des postes clés. Et 58% sont des femmes entrepreneurs indépendants et 40% de ces femmes sont des patrons à Madagascar. Donc, toi, est-ce que tu ne trouves pas que ce sont quand même des statistiques révélatrices quelque part d'une transformation qui s'opère aujourd'hui au niveau du monde du travail et qui tend à valoriser un petit peu plus le potentiel féminin? Merci Alexandra et merci Dean pour le petit résumé de mon intervention. Effectivement, tu as raison. Mais ça, c'est plutôt sur le secteur privé. Concernant, par exemple, la banque BNI Madagascar, effectivement, nous, actuellement, on est dans cette parité 50-50. Et même plus, parce que quand vous-même, par exemple, vous allez dans les agences bancaires ou dans les banques, on voit quasiment beaucoup de femmes, surtout en front office, que les hommes. Donc, effectivement, on est à peu près je dirais, à 40-60% il y a 4 ans passés. Actuellement, on approche vraiment la parité de 50-50. Pour aller encore un peu plus dans cette réflexion, pour faire une petite comparaison entre le secteur public et le secteur privé, ce que tu dis, Alexandra, est la conséquence d'une logique. Quand, par exemple, lors des campagnes électives
campagne présidentielle, en prendre pour cette parité, alors que la réalité ne reflète pas ce ce qu'on disait. Normal que les femmes sont plus orientées vers le privé ou vers l'entrepreneuriat. Mais effectivement, ça commence quand on regarde, par exemple, les membres de la nouvelle assemblée de la HCC. Effectivement, c'est à respecter. Mais dans la majeure des cas, ça incite les femmes à être entrepreneurs déjà. Et, euh, et voilà, parce que le secteur public, à l'heure actuelle, n'est pas encore tout à fait orienté, du moins factuellement, sur cet esprit-là. Et d'ailleurs, c'est prévu dans la Constitution, hein, mais c'est pas encore reflété effectivement dans la réalité. Voilà. Je te remercie, Toine, de nous partager ton avis. Et je crois que ce soir, on a appris beaucoup de choses hein, grâce à ce partage d'expérience. Je vais poursuivre on va continuer la soirée avec l'intervention maintenant de Nzak Ramandimbiarson, qui est donc le Chief Executive Officer de Assistant Travel et qui va nous partager donc sa vision du capital humain post-Covid. Donc, Nzak, en fait, est titulaire d'un MBA qui a été obtenu à l'Université du Moncton au Canada. Il a acquis de solides compétences en marketing et en management d'entreprise. Son parcours de vie l'amène au Canada et en Afrique du Sud, où il a œuvré dans l'industrie des soins corporels, le web marketing, les industries extractives. C'est dans le tourisme de luxe qu'on le retrouve souvent à Madagascar, chez Assistant Travel, une entreprise qu'il fonde avec son ami d'enfance en 2009. Et cette dernière est spécialisée dans les voyages à la carte haut de gamme et de luxe à Madagascar. Nzak est engagé au niveau associatif. Il a été président de l'Association des tours opérateurs professionnels de Madagascar de 2012 à 2014. Il a été trésorier de GoTo Madagascar et il est, depuis sa création, administrateur de la Confédération du tourisme de Madagascar pour le Collège des tours opérateurs. Il est aussi agripreneur et porte depuis quelques années une affection particulière à l'agritourisme. Et depuis quelques mois, et dans le cadre de la riposte post-Covid, il gère avec une équipe multidisciplinaire, en fait, la mise en œuvre du programme Miachke Covid sur le Grand Tana. Donc, c'est un programme de renforcement des compétences du capital humain et qui a pour objectif de mitiger les effets de la crise auprès des travailleurs du secteur tourisme qui sont aujourd'hui les plus sinistrés avec la crise qui sévit depuis l'an dernier. Nzak, je ne vais pas m'étaler plus, je te donne la parole. Merci. Merci Alexandra et toute l'équipe de Jade Consulting pour cette invitation ce soir. Un bonjour particulier, bonsoir particulier aux auditrices et à ceux qui sont dans le webinaire aujourd'hui, particulièrement donc les femmes. Je réponds aujourd'hui à une invitation d'Alexandra, quasi forcée, de me dire est-ce que tu ne veux pas intervenir dans mon webinaire, mais je trouvais que le thème était assez intéressant et par ailleurs, j'avais une opportunité de parler de ce programme de renforcement appelé Miachka Covid. Je vais prendre le fil conducteur de mes prédécesseurs et je vais d'abord commencer par vous dire que le tableau n'est peut-être pas toujours morose ailleurs, puisque dans l'industrie du tourisme et plus particulièrement chez Assistant Travel, on est majoritairement des femmes. Alors, quand je dis on, c'est que l'entreprise est au moins faite de 65% des femmes, tout simplement parce que je pense que les femmes ont ce caractère particulier sur les détails
qui font en sorte qu'elles font de très, très, très bonnes conseillères en voyage, celles qui vont au mieux voir les détails pour qu'un voyage, et surtout un voyage haut de gamme, soit réussi. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ensuite, ce qu'on oublie, et je fais un petit aparté sur la crise, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie du tourisme de Madagascar, c'est 44 000 emplois, 1 500 000 personnes touchées, mais plus exactement, je pense bien plus de la moitié de ces personnes-là qui sont des femmes. Alors, je fais ensuite après le pont sur le programme MIATCH sur lequel je vais m'étaler un peu plus. Le programme MIATCH répond déjà premièrement à une attente de l'ensemble du secteur à être aidé dans le cadre post-Covid. Alors, il faut pas se dire non plus que l'État n'a rien fait. Ceci résulte quand même de tractations conclues depuis le plan multisectoriel d'urgence. Et donc, avec le ministère du Tourisme et les partenaires techniques et financiers, ce programme est mis en place. Un programme qui, évidemment, se veut inclusif, puisqu'il veut mettre les femmes aussi bien que les hommes à l'intérieur de ce programme, qui a pour but de maintenir les emplois du tourisme, de renforcer les capacités des travailleurs de base, et même si, évidemment, je pense que c'est pour l'instant le cœur de cible du programme, et aussi soutenir la mobilité professionnelle des travailleurs. Alors, lorsqu'on fait un retour sur le sujet, je pense que l'autonomisation d'abord tout court vient par, premièrement, faire en sorte que tout le monde garde sa dignité, que tout le monde, incluant donc les femmes, ait la possibilité d'avoir un emploi, puisque grâce à un emploi, elle peut subvenir à ses besoins personnels, aux besoins de sa famille. Et pour moi, pour ma part, mais c'est une école de pensée qu'il faut avoir, l'indépendance de la femme vient aussi avec cette autonomie financière, la capacité où elle peut se dire je contribue également au ménage, à mon foyer. Donc, je fais encore une fois abstraction de ce que Jonathan et toi m'ont dit. En faisant ça, elle va tout naturellement essayer de contribuer à un équilibre dans son foyer. Mais ça vient aussi avec une certaine affirmation dans le monde professionnel, puisqu'aujourd'hui, je suis particulièrement incisif sur ce sujet. Je trouve que les femmes ont bel et bien leur place dans les postes à responsabilité, tout secteur confondu, et plus particulièrement dans le mien, dans le secteur du tourisme, où à chaque assemblée générale, je vois beaucoup plus de femmes propriétaires d'entreprises que d'hommes. L'industrie du tourisme, pour moi, c'est une industrie aussi de femmes. Et encore une fois, c'est une industrie qui fait vivre un peu plus de 44 000 personnes, qui touche 44 000 personnes à Madagascar. Alors, je reviens sur le programme, un programme qui, donc, dans sa mise en œuvre, veut viser 5 000 personnes sur le Grand Ana, 10 000 dans des régions concernées de Madagascar, et donc principalement le personnel de base du tourisme. Je voudrais bien passer à la slide suivante, si possible. Alors, le type de formation que l'on présente, justement, c'est les langues, les techniques de base liées au tourisme, l'informatique de base et l'entrepreneuriat. Et donc, encore une fois, un petit pont sur cette phase d'autonomisation, puisque c'est justement, premièrement, à travers ces formations qui lient à leur métier qu'elles vont continuer à monter en compétences, donc, premièrement, et donc à acquérir pour certaines personnes donc des capacités additionnelles ou des connaissances additionnelles. On parle de langue, on parle d'informatique. Mais en entrepreneuriat,
où on les pousse, justement, même en étant dans un des métiers de base, à faire autre chose, à penser à une idée innovante. Et je pense que tous les trois, Jonathan, Antoine et moi, nous avons au moins l'éducation comme socle commun. Et c'est à travers cette éducation, qu'elle soit au primaire, au niveau managérial, secondaire, que l'on peut contribuer justement à cette autonomisation de la personne, mais dans notre cas particulier, dans ce webinaire, à l'autonomisation de la femme. Le programme, nous, a une capacité, a un côté particulier, c'est celui d'indemniser, le mot est bien choisi, d'indemniser les participants aux sessions de formation. Une question qui, je pense, est un peu difficile, puisque évidemment, le programme prend en charge les coûts de la formation. Donc, pour les apprenants, le programme et l'accès aux formations est complètement gratuit, mais qu'en plus, donc, et dans le cadre de ce programme, il est accordé des indemnités de déplacement et repas aux personnes participant à la formation. Dans le cadre de la crise, et évidemment en réaction au soutien au personnel de base du tourisme, il y a donc un filet de sécurité que l'on justement on donne à ces personnes-là pour que justement elles continuent à se battre, qu'elles ne perdent pas espoir, qu'elles ne perdent pas leur dignité et qu'elles puissent avoir au moins un minimum de revenus dans le contexte actuel. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il te plaît, Thio. Donc, très rapidement, je disais qu'on parlait donc des personnels de base directs du tourisme, puisqu'évidemment, le programme ne s'adresse pas aux entrepreneurs. Cela fera l'objet d'un autre programme ou d'un autre projet. Évidemment, nous aidons aussi les personnes qui sont dans l'associatif, donc les personnes qui sont dans des groupements qui offrent dans le secteur tourisme et qui disposent aussi d'un statut juridique. Je peux parler aussi des organisations professionnelles du secteur tourisme, en l'occurrence les guides, qui aussi a beaucoup de femmes en son sein. Alors, la prochaine slide, c'est évidemment pour les personnes qui sont dans l'auditoire et qui veulent participer ou prendre part à ce programme, qui est un programme ouvert d'abord aux personnel de base du tourisme, mais pour lequel il faut un demandeur éligible. Et ce demandeur doit donc être une institution du tourisme, une entreprise du tourisme qui a fait ses preuves du moins sur le plan fiscal en 2019 et qui va inscrire donc ses bénéficiaires sur l'espace privé et les inscrire aux formations. Alors, j'invite ceux, évidemment, qui entendent et qui voient ce webinaire à partager intelligemment le programme autour d'eux. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'à notre niveau, au niveau même de ce programme, nous essayons d'être le plus juste possible, d'être surtout à l'écoute de toute cette industrie durement frappée par la crise Covid-19 et par ailleurs une crise qui touche autant d'hommes que de femmes et qui évidemment mérite notre soutien. Je vous remercie, je suis ouvert aux questions. Alors, merci beaucoup, Zach, pour cette présentation très, très intéressante et très riche. Et puis surtout, de nous faire part de cette solution, justement, qui est apportée à ces travailleurs du tourisme à travers la mise en œuvre de ce programme Miachka Covid qui vient soulager, en fait, le quotidien de ces bénéficiaires qui sont frappés de plein fouet par la crise qui sévit, puisqu'on le sait, tant que les frontières donc, demeurent fermées, il n'y a pas d'activité.
malheureusement, et que pour l'instant, nous n'avons pas de visibilité sur l'évolution de cette maladie. Certes, le vaccin est là pour apporter une solution, mais pour le moment, pour le cas de Madagascar, ça reste encore un grand point d'interrogation. Donc, Miachka Covid, effectivement, c'est aujourd'hui la solution qui vient soutenir toute cette problématique. Alors, on a quelques réactions dans le chat box. Donc, je vais reprendre ici la première qui est de Yann Jane, merci beaucoup, qui nous dit « C'est pour cela que nous retrouvons donc des femmes dans la communication, le tourisme, la banque et le commerce en général, donc les métiers de relation. » Voilà, donc c'est une réaction de Yann qui vient confirmer donc, ce partage qui a été fait par nos trois panélistes présents ce soir. Et puis sinon, nous avons aussi une question de Patricia Razier-Yarson qui demande « Bonsoir, quelle est donc la nuance entre autonomie et émancipation ?» Merci Patricia pour la question. Donc Zach, je te laisse répondre et puis… Patricia a toujours le don de me poser des cols. De toute façon, en ce moment, nous parlons assez souvent. Bonsoir Patricia. Je pense, bon, là, je ne suis pas un spécialiste de la sémantique, mais je vais d'abord commencer par émancipation. Pour moi, émancipation, c'est d'abord permettre à l'individu, je vais faire abstraction de la femme, mais on peut la conjuguer au féminin si vous voulez, c'est être en mesure de faire ce que l'on veut. Donc, on est quand même arrivé à un niveau d'autonomie où après, on passe, si je peux prendre l'expression, à un niveau supérieur où on a la capacité de faire exactement ce qu'on veut, donc où on devient donc facilement émancipé. Donc on est nous-mêmes, on fait abstraction des barrières et on vit pleinement ce que l'on fait, ce que l'on vit et nos choix. Moi, c'est ce que je vois de l'émancipation. L'autonomie, pour moi, c'est la coche en dessous. On ne peut pas s'émanciper si de toute façon déjà on n'est pas autonome. C'est-à-dire que on n'est pas entièrement maître de ses mouvements, de ses capacités ou de ses ressources. Et aujourd'hui, si je reviens sur le sujet de l'autonomisation, d'abord, c'est de permettre sans aide à une catégorie d'individus, et en l'occurrence ici par exemple la femme, à déjà pouvoir faire et remplir des besoins primaires ou secondaires sans l'aide d'un autre groupe, de l'homme avec un petit H, petit clin d'œil à Jonathan, et de le faire toute seule. Maintenant, une fois qu'une personne a un degré d'autonomie avec du travail personnel, plutôt un niveau d'appréciation de soi, on peut facilement aller et penser à de l'émancipation. Et puis, je peux vous dire que, par exemple, Madame Patricia Razier est une femme émancipée. C'est une spécialiste du tourisme et elle ne le dit pas, mais elle est aussi derrière la conception du programme Miachka Covid. Voilà. Merci Zach et Patricia pour vos contributions. Est-ce que parmi nos panélistes, il y a d'autres personnes qui voudraient réagir? Donc effectivement, l'émancipation est assimilée plus à un concept de liberté et l'autonomisation à l'autonomie, donc tout simplement la capacité à gérer et à pouvoir prendre en main sa vie dans toutes les règles et toutes les dimensions possibles. Toi, venez, Jonathan, est-ce que vous avez des réactions? Je propose de lancer les débats rapidement. Et puis, vous avez des réactions? Jonathan, tu es toujours là? Si tu peux allumer ta caméra pour tout le monde, merci beaucoup.
Maintenant, je trouve que c'était très intéressant, effectivement, pour faire écho à ce que Nzak disait. Je pense que par rapport à la crise Covid que nous vivons, je disais tout à l'heure que nous avons, je pense, eu la chance d'être dans le meilleur endroit du monde, dans la meilleure zone du monde, parce qu'on est ceux qui avons moins souffert des périodes de confinement, tout ça. Mais s'il y a un secteur qui a la tête sous l'eau depuis un an, c'est bien le secteur du tourisme. Et donc, je pense que toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont bénéfiques, en espérant que quand on va réouvrir les frontières, des gens derrière les comptoirs d'hôtels pour pouvoir, enfin, pas que dans les hôtels, mais on aura des gens pour accueillir les touristes et qu'on aura limité la casse, même si moi, et là, en tant que citoyen, je suis assez pessimiste parce que je me dis comment on peut survivre d'une telle crise. Moi, je trouve que c'est un secteur où il y a des acteurs qui sont très, très courageux. Merci, Jonathan. Merci, Jonathan. Je vais demander de l'emploi chez toi. Il paraît que tu recrutes. On a la chance d'être un peu en croissance, mais on est aussi là en soutien des activités comme les vôtres. Et moi, je suis OK pour réfléchir à comment on peut aider le secteur. Merci. Toi, est-ce que tu souhaites réagir? En tout cas, je tiens à remercier Jonathan et Nzak pour leur intervention très, je dirais, très, très ludique. Pour ma part, le cœur de mon métier, je suis banquier, donc effectivement, la banque, nous, on joue un rôle très, très important dans cette crise, et pas seulement qu'à Madagascar, mais également. Donc, si jamais, Jonathan, Zach, vous désirez collaborer avec la BNI Madagascar concernant des crédits de soutien, surtout concernant le secteur tourisme, le transport qui est très touché par cette crise sans précédent. Donc, je suis disposé à vous recevoir ou aller vers vous pour éventuellement proposer nos offres par rapport à ça. Également à tout le monde, surtout les auditeurs et les auditrices, bien sûr. Merci. J'ai eu la chance de connaître ton papa en tant que ministre. D'accord. Je pense qu'il nous suit. Bon, ben, merci. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage d'expérience. Alors, je regarde, est-ce que du côté de Patricia, de Yanj, vous souhaitez intervenir oralement? On aime bien vous entendre. Et puis, le reste aussi du public qui nous suit. On vous écoute pour quelques minutes encore. Et puis après, on va libérer nos panélistes qui sont encore dans leurs bureaux respectifs, car ils sont tenus aussi de pouvoir rejoindre leur famille avec le dispositif du couvre-feu qui limite la circulation. Bon, Ah, Yanj, oui, on t'écoute. Alors, bonsoir Merci tout le monde. Merci de ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Merci Alexandra d'avoir créé cette initiative, effectivement, pour servir un petit peu de partage à tout le monde. Les échanges ont été fort intéressants. J'ai pu apprendre pas mal de choses. Merci Nzak de cette deuxième casquette que tu as, que j'ai pas, voilà, que je découvre aujourd'hui, effectivement. Je prends note également. C'est un ancien banquier, hein. Effectivement. Merci aussi à Jonathan, parce qu'effectivement, ça fait un petit moment que je cherchais un petit peu des informations donc, par rapport à l'USCM. Pour résumer, ancien banquier comme le Nzak, aujourd'hui reconverti un petit peu dans tout ce qui est externalisation de services aussi. Et comme je disais, là, par rapport à mes apports sur le rôle de la femme aujourd'hui,
je note aujourd'hui, par rapport à mes collaborateurs, un besoin de soutien et de formation. Formation surtout parce que il y a du potentiel qui ne recherche aujourd'hui on va dire, qu'à s'exprimer. Il y a manque de formation parce que les personnes sont limitées aujourd'hui en termes de bagage intellectuel. Mais en creusant un peu plus loin, tu sais qu'on peut aller chercher autre chose. Donc, je suis en train de monter justement des petits projets par rapport à mes collaborateurs pour financer quelques formations. Donc, je n'hésiterai pas à vous solliciter dans ce cas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Yann. Alors, Moi, j'aimerais réagir à chaud. Yann, je pense qu'il parle très bien d'un sujet. Il a comme épouse quand même le directeur général de Canal+ Madagascar. Donc, il peut très bien parler, et même sur un plan personnel, du fait que l'autonomisation de la femme n'est pas utopique du tout. D'ailleurs, je suis sûr que c'est la femme qui porte les culottes et c'est lui qui se fait frapper. Donc, On va pas aller sur ce chemin. dans ce... je ne sais pas si on va être d'accord avec ça, mais donc, puisque tu Voilà. as lancé Donc, le sujet, Isaac, je trouve que c'est très intéressant qu'il soit là, puisque on prouve par l'absurde et l'exemple parfait que c'est bien possible, que c'est une réalité quand même qui existe et que des exemples positifs existent dans notre pays. D'ailleurs, nos hôtes aujourd'hui sont exclusivement des femmes, donc celles qui nous invitent. Donc, bravo mesdames. Nous, on n'est que vos invités aujourd'hui et des panélistes, mais l'honneur de l'initiative vous revient quand même. Donc, vous tirez quand même les ficelles. merci Isaac, je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant et merci à vous aussi de nous soutenir. Et je voudrais effectivement annoncer aussi une excellente nouvelle. Je gardais la surprise, mais puisque nous en parle, que nous aurons l'immense honneur d'avoir Madame Yandra Kutunjain, donc qui est Madame Ouzati Narazafunjako, directeur général de Canal+, qui va intervenir sur le prochain webinaire de Jade Consulting très bientôt pour nous partager justement donc sa vision de femme leader et comment concilier vie de famille et vie professionnelle lorsque on tient les rênes au bureau et aussi à la maison. Voilà. Donc, merci pour ta participation, Yann. Merci beaucoup à tous. Le temps passe. Je ne sais pas si on a d'autres réactions. Patricia nous dit merci. Elle ne souhaite plus intervenir. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Je voudrais vous inviter, chers panélistes, à dire le mot de la fin, un petit message que vous souhaitez adresser à notre audience ce soir. Merci. Vous avez la parole. Bon, je commence alors. Bon, déjà pour petite. On ne t'entend pas, Jonathan. Oui, ça a coupé un peu. Là, c'est bon? Mais là, c'est bon. Oui. Ok. Donc, petite blague, Anzac qui a voulu m'en faire une pendant sa présentation. Attention, la discrimination positive est aussi une discrimination. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite blague. Bon, moi, j'étais ravi d'avoir pu partager avec vous humblement sur ma présentation. Et il faut continuer le combat parce qu'il n'est pas terminé. Et que voilà, il faut combattre toute forme de discrimination dans le monde de l'entreprise, dans la société par la suite. Merci, Jonathan. Par ordre d'idée, donc je tiens à remercier Alexandra et son équipe. Je réitère mes remerciements. Je remercie également les panélistes Nzaka et Jonathan pour leur présentation, ainsi que tous ceux qui nous ont suivis ce soir.
Comme mot de la fin, je tiens à rendre hommage aux femmes qui m'inspirent au quotidien, qui me donnent la force de faire ce que je fais. Je commencerai par Nadine, ma femme, mes deux filles, Fiona et Ilona, ma mère, Voul, et ma petite sœur, Lizzie. Euh, Ma gratitude pour votre force, votre soutien et surtout euh, que n'hésitez pas à faire appel aux hommes si jamais vous avez des pensées, vous avez des idées, vous avez des recommandations à nous faire parce que effectivement, on joue un rôle très important dans cette conquête de justice sociale liée au genre. Voilà. Merci Alexandra, merci Tchour, merci Dean et merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup pour ce message émouvant, Toine. Zach, on t'écoute. Il est toujours difficile de clôturer après autant d'éloquence, M. Ramanansou. Je pense que les gens ont été bel et bien épuisés. Moi, je vais terminer par plutôt une réflexion. Je pense que tous, à notre niveau, nous avons un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour être bienveillant, pour faire la part des choses, pour justement amener à une autonomisation. Le monde, à la base, est fait d'inégalités. Et c'est malheureusement comme ça. Même la nature, lorsqu'elle a conçu, elle s'est conçue, elle a choisi, en anglais, une food chain, où je cherche le mot, mais malheureusement où les inégalités sont toujours présentes. Je pense qu'avec le temps, l'éducation, on peut essayer autant que faire se peut d'aplanir ces inégalités et tous à notre niveau, en tant que père de famille, en tant que gestionnaire, en tant que leader, on peut aplanir ces inégalités puisqu'elles contribuent à l'autonomisation d'un groupe, à l'empowerment, au fait que justement les personnes moins aisées ou moins chanceuses aient plus de chance. Et ça ne tient qu'une question de choix et de détermination, c'est-à-dire qu'on peut très bien parfois changer le cours de certaines choses en prenant ce type de responsabilité. Voilà. Merci à tous. Merci donc aux auditeurs et aux auditrices. Et puis, on a bien hâte d'entendre les prochains panélistes. Merci. Merci beaucoup à tous. C'était le mot de la fin. Et puis, nous vous invitons aussi à revoir en replay sur la page Facebook cet enregistrement qui sera disponible. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition très bientôt avec des panélistes très, très intéressants. Je vous réserve la surprise. Merci beaucoup à tous. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir, mesdames.